Salut tout le monde, c'est Antoine. Le samedi 25 août 2018, aux Amphidétés de la France Insoumise à Marseille, j'ai organisé une conférence sur le Conseil de déontologie des médias. Pour cette conférence, j'avais invité Jean-Jacques Jaspers, le président du Conseil de déontologie du journalisme belge, et Dominique Pradalier, secrétaire général du SNJ, le premier syndicat des journalistes en France. L'idée, c'était dans cette conférence de parler du Conseil de déontologie des médias et de montrer que déjà ça existait à l'étranger, qu'il y en avait beaucoup à l'étranger. Ça, c'est la partie qui a été montrée par Jean-Jacques Jaspers et que c'était utile également, et c'est aussi ce qu'il a montré. Et surtout de montrer aussi qu'il y a en France des journalistes qui sont favorables à cette proposition parce qu'elle permettrait d'améliorer leurs conditions de travail et notamment d'améliorer leur indépendance vis-à-vis des patrons de presse et des rédacteurs en chef. Voilà, alors cette conférence elle a été filmée un petit peu avec les moyens du bord, du coup le son est pas forcément admirable, c'est pas forcément idéal, la qualité d'image est plutôt bonne parce que ça a été fait avec la caméra avec laquelle je filme en ce moment. Mais voilà, je pense que cette conférence était extrêmement intéressante et je vous invite à la regarder en entier si jamais vous avez le temps, c'est un peu long mais je pense que c'est très intéressant. Et puis n'oubliez pas, comme toujours, si cette vidéo vous plaît, de mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances, de vous abonner si jamais ça vous intéresse ce genre de sujet et si ça vous intéresse de recevoir mes prochaines vidéos. Et puis n'oubliez pas aussi de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous en penserez au fil de la vidéo. Je vous mets juste un dernier petit truc qui est le lien ici ou dans la description de la vidéo pour signer la pétition pour un conseil de déontologie du journalisme. Et puis je vous laisse regarder cette conférence. On va commencer. Déjà, merci à vous d'être venus et d'avoir choisi cette conférence parmi le lot de conférences qu'il y a dans ces amphis et qui sont vraiment de grande qualité pour ce qui est du programme. Merci aussi à mes deux invités que je vais vous présenter. Donc Jean-Jacques Jaspers, qui est président du Conseil de déontologie du journalisme en Belgique, et Dominique Pradalier, qui est secrétaire général du SNJ, qui est le premier syndicat de journalistes en France, et qui est favorable à la mise en place d'un conseil de déontologie du journalisme en France. Est excusé Dominique von Bourg, qui est toujours par ailleurs le président du conseil de la presse suisse. Il a eu un problème de train malheureusement, comme vous le savez, un train a déraillé en gare de Marseille et ça n'arrange pas, disons, le transport des invités pour venir aux amphis, et je crois qu'il y a un certain nombre de conférences d'ailleurs qui sont impactées par cet accident. Alors, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, et je vais vous dire pourquoi j'ai voulu monter cette table ronde. D'abord parce que c'est une question qu'on a portée avec force au cours de l'année politique qui vient de s'écouler. Vous le savez, on a lancé une pétition cette année, et je voudrais vous faire un petit rappel de comment c'est arrivé, comment on a commencé à mettre ça en place avec la France Insoumise. Alors, il s'est passé une chose, c'est qu'on a eu une émission politique sur France 2, qui était le 30 novembre 2017, et qui était vraiment catastrophique à nos yeux, du point de vue de la déontologie journalistique. Alors, quelques rappels, on avait donc des mensonges de Monsieur Langlais, qui est le spécialiste économique, qui a raconté à peu près n'importe quoi, et en particulier, il avait parlé de la mise en place de la taxe, d'une taxe différentielle qui jouait sur la question des frontières. Il avait raconté un mensonge, en fait, sur la TVA, notamment. Il y avait aussi des invités qui étaient des invités politisés, mais qui étaient présentés comme des gens lambda, comme des Français lambda. Et donc voilà, il y avait un certain nombre de problèmes déontologiques qui se posaient. Pour rappel, quelques jours auparavant, on avait eu avec la même chaîne un autre problème qui était que ils avaient diffusé un extrait de la convention de Clermont-Ferrand, dans lequel ils avaient fait un montage où Jean-Luc Mélenchon était présenté comme disant qu'il était, je crois, fatigué, quelque chose comme ça, et ensuite ils avaient monté des applaudissements derrière. Donc là encore, hein, ça pose un gros problème de déontologie, puisqu'ils lui font dire ce qu'il n'a pas dit, et en plus ils rajoutent des applaudissements derrière une chose qu'il n'a pas dite, puisque la coupe faisait que c'était un petit peu, c'était même carrément malhonnête. Et puis, je ne reviens pas sur tous les épisodes qu'on a eus pendant la campagne présidentielle. Après la campagne présidentielle, j'avais fait un article sur mon site pour faire les 7 mois de bashing ininterrompu qu'on avait eu. Mais un des exemples les plus caricaturaux, pour en prendre un pendant la campagne présidentielle, c'était quand, aux 20h de TF1, à quelques jours du premier tour, donc au moment où les gens sont le plus disponibles pour écouter de la politique, aux 20h de TF1, donc, on nous dit « Vous voulez sortir de l'Union Européenne pour nous faire adhérer à l'ADBAR ».
vraiment texto comme ça, ce qui pose là encore un problème de déontologie à notre sens. Donc le 4 décembre, quelques jours après l'émission politique, Jean-Luc Mélenchon avait publié une note de blog qu'il avait intitulée « Le lendemain de l'émission », dans laquelle il présentait un peu tous les problèmes déontologiques que posait cette émission. Et c'est là que pour la première fois, il propose publiquement de cette manière-là l'idée d'un conseil de déontologie du journalisme. Il dit maintenant il faut un recours contre l'abus de pouvoir médiatique, et il écrit, donc je vous cite l'extrait de la note de blog, quand on a un problème, en gros, auprès de qui se plaindre, ou faire redresser la situation, quelles sanctions faire appliquer pour dissuader de recommencer. Il n'y a rien sauf le lourd appareil judiciaire et l'extrémité de la plainte en diffamation, mais la plainte pour mensonge, manquement à la déontologie, escroquerie au témoignage n'a aucune instance professionnelle déontologique pour être reçue. Je propose donc qu'un tel recours existe. Je propose qu'il existe un tribunal professionnel qui puisse être saisi et qui ait le pouvoir de sanctions symboliques contre les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. Donc, vous avez bien retenu qu'on disait tribunal. Le même jour, donc ce 4 décembre, on lance une pétition pour la mise en place d'un conseil de déontologie du journalisme, pétition qui à l'heure actuelle est signée par plus de 190 000 personnes, donc ça représente quand même pas mal de gens. Et dans cette pétition, on peut lire les citoyens n'ont aucun moyen d'obtenir une rectification publique en cas de mensonge ou de duperie médiatique. Cela ne fait pas partie des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est un manque en République. L'accès à une information sincère, indépendante et honnête est une des conditions d'exercice de la souveraineté populaire. Et on précise un petit élément d'organisation potentielle de ce Conseil. Donc, nous demandons la création d'un Conseil de déontologie du journalisme en France. Il devrait être composé des représentants des usagers des médias et de représentants des journalistes, y compris les précaires et les pigistes. Ainsi, les citoyens disposeraient d'un recours pour faire respecter leur droit à une information objective. Voilà un peu les bases de ce qu'on a proposé cette année avec cette pétition. Alors, évidemment, cette proposition a provoqué des débats et a particulièrement intéressé les journalistes qui sont, dans ce cas-là, les premiers concernés. L'utilisation du mot tribunal, en particulier dans la note de blog de Jean-Luc Mélenchon, a suscité des critiques de la part des journalistes qui disaient qu'en gros c'était une mauvaise formule et qu'on ne voulait pas se faire juger par un tribunal. Or ce mot-là, il est emprunté au Conseil de la presse du Québec qui définit dans ses propres missions, je vous lis, c'est sur le site du Conseil québécois, il dit « Le Conseil agit comme un tribunal d'honneur », donc le mot tribunal est utilisé, hein. « Le Conseil agit comme tribunal d'honneur de la presse québécoise, tant écrite qu'électronique. Il émet également des avis sur diverses questions ou pratiques en lien avec sa mission. En aucune façon, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif, il n'impose aucune sanction autre que morale. Mais la rigueur de ses interventions, ainsi que la confiance et l'appui que lui manifestent les médias et le public, lui confèrent une autorité indéniable. » Voilà l'idée générale de ce conseil de déontologie des médias. On a supprimé le mot tribunal puisqu'il pose tant de problèmes à certaines personnes, même si je viens de vous montrer, je pense que le mot tribunal peut être utilisé d'une manière positive et comme tribunal d'honneur. Mais donc, j'ai voulu qu'on monte cette conférence pour pouvoir débattre sur le fond de à quoi ça servirait un conseil de déontologie des médias, en quoi ça serait utile pour la liberté de la presse, en quoi ça serait utile pour les journalistes eux-mêmes, en quoi ça pourrait les protéger contre certains abus de leur direction. Voilà, en gros, pourquoi la France Insoumise défend cette idée-là. Et c'est d'autant plus important, à mon avis, de le faire maintenant, que Emmanuel Macron est en train de mettre en place une loi sur les fake news qui, elle, peut provoquer des risques sur la liberté d'expression sur Internet et sur certains médias. Or, on a vu que les fake news, parfois, viennent des médias eux-mêmes, comme je vous l'ai dit en introduction à l'instant. Donc il faudrait, à notre sens, qu'il y ait une autre instance. Voilà pourquoi j'ai invité les invités que j'ai invités, pour que Jean-Jacques Jespers, du coup, puisse vous parler de comment ça se passe en Belgique, et il a accepté, par gentillesse, de parler un petit peu de la Suisse aussi, de comment ça se passe en Suisse, puisque Dominique Van Bourg n'a pas pu venir. Et puis que j'ai demandé à Dominique Pradalier de venir pour nous expliquer ce qu'en pense le SNJ, comment il envisagerait l'organisation d'un tel conseil, pourquoi le SNJ propose ça. Vous voyez, vous avez des journalistes qui proposent la mise en place d'un conseil de déontologie des médias, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas consensus non plus chez les journalistes sur cette question.
Mais en tout cas, voilà l'idée de cette conférence. Et puis, on aura ensuite un temps d'échange dans lequel eh bien, on pourra profiter de vos questions pour compléter ce qui n'aura pas été dit ici. Voilà. Donc, je donne la parole à Jean-Jacques Jaspers pour nous parler de la Belgique et puis un petit peu de la Suisse aussi. Merci. Merci d'abord pour cette invitation qui me donne l'occasion de retrouver Marseille, une ville que j'adore, surtout son vent. Alors, je me garderai bien de faire la moindre allusion à l'actualité française. Je ne prendrai pas position sur ce sujet. Je vais me borner à expliquer comment ça marche en Belgique. Pas seulement, pas exactement en Belgique francophone, parce que comme vous le savez, la Belgique est un pays multiple, divers. Une petite précision cependant, c'est pas la première fois qu'on évoque en France la possibilité de création d'un conseil de déontologie. Depuis 2006, il existe une association pour la préfiguration d'un conseil de presse en France, qui a été créée en 2006 et qui, depuis 12 ans, donc, se bat pour essayer de faire avancer cette idée avec beaucoup de persévérance, et qui d'ailleurs se réfère souvent dans ses publications à ce que nous faisons en Belgique francophone, puisque nous sommes dans le même univers culturel. Alors, quelques éléments de contexte d'abord, parce que je pense que c'est très important de bien préciser de quoi et d'où je parle. D'abord, la Belgique. La Belgique, c'est ce qu'on appelle une démocratie consociative. Qu'est-ce que ça veut dire, une démocratie consociative? Eh bien, comme la Suisse ou comme les Pays-Bas, c'est une démocratie où les forces politiques et sociales transcendent généralement les clivages politiques, religieux, ethniques, linguistiques qui les partagent et concluent des compromis, concluent en permanence des compromis. Alors, quand on a un problème, on se met autour de la table, on met tout le monde autour de la table et on sort avec une décision qui, par définition, ne doit entraîner la victoire ou la défaite de personne. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile. Vous voyez que ça peut aussi aboutir à des compromissions, que ça peut aussi aboutir, dans certains cas, à ce qu'on appelle le lotissement, c'est-à-dire le partage des influences au sein des pouvoirs publics, notamment au sein des institutions publiques aussi. Donc ça n'a pas que des avantages, mais en tout cas, c'est une caractéristique très importante à retenir pour comprendre comment on en arrive à créer assez facilement des instances d'autorégulation. Assez facilement, c'est vite dit parce que ça a quand même pris 7 ans. Donc, dans cette société, il y a en général assez peu d'affrontements binaires. Affrontements majorité contre opposition, parce que la majorité sera peut-être dans l'opposition dans une autre instance de pouvoir, ou l'opposition, elle est au pouvoir dans une autre instance de pouvoir, etc. Ça entraîne aussi, par exemple, qu'il y a le taux de syndicalisation le plus élevé de l'Union européenne. 67% des travailleurs belges sont adhérents à un syndicat. Et donc, une culture du dialogue social, parfois très dur, mais quand même. Et c'est sur un compromis de ce type donc, que le Conseil de déontologie journalistique est né. Deuxième point, la Belgique est un État fédéral, je l'ai dit, c'est un État complexe, comme la Suisse, mais contrairement à la Suisse, en Belgique, la culture, les médias, ce sont des compétences de pouvoir fédéré. Donc ce n'est pas le pouvoir fédéral, ce n'est pas le pouvoir central. Il y a 3 pouvoirs fédérés qui sont compétents en matière de culture et de médias. C'est la communauté francophone, donc la communauté des gens qui parlent français, la communauté flamande, la communauté des gens qui parlent néerlandais, et la communauté germanophone, parce qu'il y a aussi des Belges qui parlent allemand. Ils sont 80 000, hein, c'est la minorité la mieux protégée d'Europe, je crois, mais qui ont leurs institutions et qui sont compétents en matière de médias et de culture notamment. La communauté francophone, ça représente 4,5 millions d'habitants. C'est une grande ville française. Donc, les romans sont encore moins nombreux en Suisse. Donc, vous voyez que c'est à une échelle qui n'est évidemment pas comparable aux 66 millions de Français. Troisième chose importante à dire, les médias privés belges, contrairement à ce qui se passe dans certains pays que je ne citerai pas, n'appartiennent pas à des groupes industriels ayant des intérêts dans le luxe, la logistique, le béton, les télécoms, l'armement, etc. Ce sont en général des propriétés familiales, c'est-à-dire sont des sociétés anonymes, mais qui appartiennent, dont l'actionnariat est familial, et qui ne font que
de l'édition et de la publicité. Ils ne font rien d'autre. Même RTL, ou M6 en France, appartiennent en fait à une fondation. Bertelsmann, c'est une fondation qui n'est pas en bourse et qui appartient à une famille. Ça ne veut pas dire que ces entreprises ne poursuivent pas des objectifs de profit maximum et ne s'organisent pas de manière industrielle avec un objectif de rendement, etc. Mais ça évite, ou ça peut en tout cas rendre plus difficile des conflits d'intérêts qui sont permanents dans certains cas lorsque des groupes industriels sont en relation permanente avec l'État, par exemple pour des commandes d'armement, des commandes de logistique, etc. Quatrième point que je voulais préciser, la loi sur le secret des sources belge, la loi belge du 7 avril 2005, est la plus protectrice qui existe actuellement en Europe pour les journalistes. Donc, qu'est-ce que c'est la loi sur le secret des sources? C'est la loi qui permet aux journalistes de ne pas révéler ses sources. C'est une obligation déontologique, mais c'est aussi, grâce à cette loi, une chose qui est permise, légale, pour tous les journalistes. Et même plus que pour les journalistes, on y viendra tout à l'heure. Alors, les conseils de presse, il y en a actuellement 36 en Europe. Ils sont généralement tripartites, c'est-à-dire qu'ils sont composés de représentants de la catégorie journaliste, de représentants des médias, des éditeurs, des propriétaires de médias, et de représentants de la société civile ou du public. Évidemment, cette appellation est relativement ambiguë. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas facile à définir. Généralement, ceux qu'on appelle les représentants de la société civile ou du public, ce sont des personnes intéressées par le monde des médias, des enseignants, des juristes, des avocats ou des membres d'ONG, par exemple Ligue des droits de l'homme, que sais-je encore, qui sont particulièrement intéressés à la question de la liberté de la presse et de l'information. Il en existe donc 36 en Europe, il n'y en a pas en Espagne, il n'y en a pas en Grèce, il n'y en a pas en France. Ils jouent le rôle d'intermédiaire entre le public et les médias. Ces conseils de presse ne sont pas toujours compétents pour tous les médias, parfois il y a des organes spécifiques pour les médias audiovisuels, et par exemple en Grande-Bretagne, c'est l'Ofcom qui s'occupe des médias audiovisuels. Il ne s'agit pas de régulation, mais d'autorégulation. La régulation, elle est exercée par des organes spécifiques. Par exemple, en France et en Belgique francophone, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'occupe de régulation, c'est-à-dire qu'il régule le secteur de l'audiovisuel. Toutes les chaînes de radio et de télévision, y compris leur prolongement sur Internet, la manière dont elles font de la publicité, la manière dont elles organisent leurs émissions, etc. Ça, c'est du ressort de la régulation. L'autorégulation, c'est une manière de s'organiser entre soi. C'est un groupe professionnel qui se donne à lui-même des normes qu'on va dire pseudo-juridiques, qui ressemblent un petit peu à des normes juridiques, des normes propres, et qui essayent de les faire respecter par la persuasion, par le bon exemple, par les actions, ce qu'on pourrait appeler du soft law, hein, de la loi douce. C'est un système interne au secteur dont le but à l'origine était surtout d'éviter l'intervention de l'État. C'est-à-dire d'éviter que ce ne soit l'État qui prenne en compte, soi-disant, l'intérêt général pour intervenir dans le fonctionnement des médias et donc potentiellement nuise à la liberté de la presse, qui est même une des libertés fondamentales dans les sociétés démocratiques. Le modèle doit toujours, enfin, en principe, le modèle de conseil de presse, il est efficace quand il inclut à la fois les journalistes et les médias, les éditeurs. Pourquoi? Parce que quand on implique les deux dans la formulation, dans l'écriture, si vous voulez, ou dans la mise sur papier des règles déontologiques, les journalistes peuvent s'appuyer sur ces règles qui ont été approuvées par les médias, par les éditeurs, pour s'opposer éventuellement à des pressions exercées sur eux par les éditeurs, par les patrons. Et dire, mais vous avez approuvé un code de déontologie. Je l'ai ici, et regardez ce que dit l'article 27. Ce que vous me demandez là, c'est contraire au code que vous avez vous-même approuvé et sur lequel vous vous fondez en principe.
De l'autre côté, ça épargne aux éditeurs l'intervention des pouvoirs publics sur leur fonctionnement, et donc ça, ils y tiennent beaucoup. Et puis, ça évite aux journalistes d'être les seuls menacés par les sanctions. Parce qu'en fait, la sanction à laquelle on pense le plus, c'est évidemment le retrait de la carte de presse, par exemple, qui ne pèse évidemment que sur les journalistes, comme si les journalistes étaient des professions libérales. Mais les journalistes, ce n'est pas des professions libérales. Ce sont des salariés, ou parfois des freelances, des pigistes, mais dans le domaine de la presse, dans le domaine des médias, un freelance, un pigiste, un indépendant, il est plus dépendant que les salariés. Parce que son sort est étroitement lié à la façon dont le patron le traite. Il peut être licencié comme ça, d'un simple geste de la main, sans préavis, sans indemnité. Sauf grâce à la loi Fillou-Cressard, en France, il y a un système quand même de protection des pigistes, mais en Belgique, ce n'est pas le cas. Voilà, donc autorégulation, est-ce que c'est la panacée? Le professeur Bernier de l'Université d'Ottawa dit « Laissez les entreprises forestières s'autoréguler et bientôt il n'y aura plus d'arbres ». Évidemment, quand vous pensez autorégulation, vous imaginez ce que ça donnerait, l'application de l'autorégulation, par exemple, à l'industrie agroalimentaire. S'il n'y avait pas de règlement et pas de régulation en matière d'étiquetage, en matière de composition des produits alimentaires, etc., vous imaginez ce que vous mangeriez. Déjà, ce que vous mangez maintenant, ce que vous mangeriez s'il n'y avait pas. Ça peut être pire. Ça pourrait encore être pire. Mais dans le secteur des médias, c'est quand même un peu différent, parce que le produit médiatique, ce n'est pas un produit comme les autres. Il a une valeur d'échange, comme tous les produits, c'est-à-dire que c'est un produit commercial qui doit s'échanger, qui doit faire vivre des entreprises, qui doit produire du profit éventuellement. Mais il a aussi, et d'abord, une valeur d'usage, une valeur sociale. Il sert à alimenter le débat public, il sert à fournir des aliments aux citoyens pour exercer leurs droits de citoyens de manière éclairée. Et on peut dire que même s'ils sont privés, les médias, dans une certaine mesure, exercent un service public qui est fondamental pour le fonctionnement de la société. Le Conseil de déontologie journalistique de la communauté francophone de Belgique et aussi de la communauté germanophone, parce qu'ils sont tellement peu nombreux qu'on les a absorbés, en tout cas pour ça. L'idée est assez ancienne. En fait, depuis 1920, déjà, en Belgique en tout cas, on a à plusieurs reprises essayé de créer des tribunaux d'honneur, justement, hein, des jurys d'honneur aussi, on disait, qui pouvaient régler à la fois des problèmes de confraternité entre journalistes, promouvoir l'honneur professionnel. En France, c'était comme ça aussi. C'était la première idée qui était venue aux associations de journalistes et aux associations d'éditeurs, d'ailleurs, c'était de promouvoir l'honneur professionnel, de donner une meilleure image de la profession et du secteur. Le dernier conseil existant auparavant avait été créé en 1995 par l'Association des journalistes professionnels. Il était bilingue, francophone et néerlandophone, et il n'a pas survécu, il ne concernait que les journalistes et il n'était composé que de journalistes, mais il n'a pas survécu à la surcharge de travail et à la complexité du travail et à la difficulté croissante due au bénévolat des membres du Conseil. Donc, il a cessé ses activités en 2000 et depuis lors, tout le monde cherchait à une meilleure formule. En 2002, l'Association des éditeurs de la presse quotidienne et l'Association des journalistes. Alors c'est très important de se dire qu'il faut qu'il y ait des associations, donc des forces intermédiaires, des associations qui représentent l'ensemble du secteur, l'ensemble des éditeurs, ici, de la presse quotidienne, l'ensemble des journalistes, professionnels du moins, ceux qui ont leur carte, et que ces deux forces intermédiaires, encore une fois, se mettent autour de la table, négocient, essayent de trouver quelque chose qui fournira une base d'accord. Se sont mis d'accord, ces deux associations, en 2002, sur une déclaration d'intention, dont le projet, c'était donc de créer
une association nouvelle, sans but lucratif, loi de 1901 en France, cofinancée par les médias et par les journalistes et reconnue par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par la communauté francophone, organe fédéré, par décret. Cette association créerait et organiserait elle-même un organe tripartite d'autorégulation déontologique. Alors, pour y arriver, il a fallu 7 ans de négociations. Pourquoi? D'abord parce qu'on voulait que tous les médias et tous les journalistes soient concernés, y compris les médias audiovisuels, les médias en ligne. Les éditeurs, donc les propriétaires de médias audiovisuels, étaient réticents parce qu'ils ne voulaient pas être soumis à une double réglementation ou à un double contrôle, celui du CSA d'un côté, celui d'un conseil de déontologie de l'autre. Les rédacteurs chefs étaient réticents parce qu'ils disaient la déontologie, c'est nous. Nous sommes les garants de la déontologie. Malheureusement, il se trouve que l'évolution du métier de rédacteur en chef montre que c'est de moins en moins vrai. Et puis, les pouvoirs publics, la communauté francophone, hésitaient à s'engager parce qu'il lui était demandé de donner une subvention à l'association des journalistes pour financer sa part du budget de la nouvelle instance. Mais finalement, un accord a été trouvé et en 2009, on a créé donc l'Association pour l'autorégulation de la déontologie journalistique, AADJ, comportant les éditeurs, donc les propriétaires de tous les médias, et les journalistes. Un décret a été voté par la communauté francophone qui confie à cette association la création d'un organe d'autorégulation de la déontologie journalistique. Et ce conseil, donc, a été créé en vertu de ce décret, existe en vertu de ce décret, mais n'est pas une émanation d'un pouvoir public. Il est reconnu par, mais il n'est pas l'émanation de. Ce conseil, il est tripartite, il est composé, même quadripartite, en fait. Il est composé de 20 membres. 6 sont élus par l'association des journalistes, sont désignés, plus exactement, par l'association des journalistes. 6 sont élus par le groupe des médias, les éditeurs, de l'audiovisuel, de la presse quotidienne, de la presse magazine, de la presse en ligne, etc. 6 sont désignés par les 2 autres groupes, par les éditeurs et par les journalistes, et représentent ce qu'on appelle la société civile, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, professeurs, magistrats, avocats, représentants des ONG. Et les rédacteurs en chef ont obtenu 2 sièges pour reconnaître symboliquement leurs différences. Et l'association des rédacteurs en chef désigne donc 2 membres. Il y a aussi 20 suppléants, donc il y a 40 personnes au total. Ces 40 personnes sont invitées, toutes les 40, à chaque réunion du Conseil. Il n'y a que ceux qui sont membres effectifs qui votent s'il y a un vote, ou si le membre effectif est absent, son suppléant le remplace, etc. Donc ce décret du 30 avril 2009 est absolument essentiel parce qu'il donne à l'organe d'autorégulation déontologique une existence légale. Il règle aussi le problème de la coexistence du CSA et du CDJ, c'est-à-dire le fait qu'il y a un risque de double contrôle pour les médias audiovisuels. Et aussi, ce qui est très important, c'est que ce décret impose aux éditeurs de services audiovisuels, c'est-à-dire les chaînes de radio, de télévision, impose à ces chaînes d'adhérer au système, donc d'être membres de l'organe d'autorégulation déontologique, faute de quoi ils n'auront plus d'autorisation d'émettre. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de liberté totale d'adhésion ou non au système d'autorégulation. Si vous êtes éditeur de services audiovisuels, vous devez adhérer, sinon vous n'avez plus le droit d'émettre. Et le décret impose aussi aux éditeurs de la presse quotidienne imprimée d'adhérer au système et de reconnaître l'organe de contrôle de la déontologie journalistique pour avoir accès au système d'aide directe à la presse quotidienne qui existe en Belgique comme ça existe ailleurs. C'est pas grand-chose, hein, c'est 8,5 millions d'euros. Enfin, 8,5 millions d'euros en moins pour une presse quotidienne qui est déjà en grosse difficulté économique. Vous imaginez bien que c'est une bonne
une bonne manière de faire valoir la nécessité de s'inscrire. Et donc ce décret prévoit aussi le financement à 50% de cette association pour l'autorégulation de la déontologie journalistique, à 50% par l'association des journalistes, moyennant une dotation fournie par la communauté francophone, et à 50% par les éditeurs, c'est-à-dire 48 membres, dont 5 fédérations de médias. Parmi ces 48 membres, toutes les chaînes de télévision privées et publiques, toutes les radios qui font de l'information, évidemment, même locale, même extra-locale, les agences de presse, les revues, les MOOC, les pure players en ligne, tous les médias donc sont concernés. Et depuis 2013 aussi les 4 médias de langue allemande. Qu'est-ce qu'on entend par média? C'est une définition très très large aux yeux du CDJ. Ça inclut les blogs, les MOOC, les sites en ligne, les pages Facebook d'infos, et même les livres, si le livre est une production journalistique faite de manière journalistique par un journaliste, c'est considéré comme un média. Qu'est-ce qu'on appelle journaliste? Eh bien, on a adopté comme définition celle qui a été donnée par la Cour constitutionnelle en Belgique. Toute personne qui contribue directement à la collecte, au traitement éditorial et à la production et ou à la diffusion d'informations par l'intermédiaire d'un média à destination d'un public et dans l'intérêt de celui-ci. Donc c'est très vaste. Un contributeur bénévole d'un blog, à partir du moment où il prétend faire une œuvre journalistique, tombe sous la compétence du CDJ. Alors, quel est son rôle à ce Conseil de déontologie journalistique? C'est un rôle multiple. D'abord, consigner et mettre à jour en permanence les règles de déontologie professionnelle. Je dis consigner parce que ces règles, elles existent. Tout le monde les connaît. C'est respecter la vérité, c'est ne pas porter atteinte à la vie privée des gens, aux droits des gens, aux droits des personnes. C'est de ne pas accuser sans preuve, de vérifier les sources, de respecter évidemment les droits des minorités, de ne pas provoquer ou inciter à la discrimination ou à la haine, etc. C'est toute une série de règles très simples qui figurent déjà depuis longtemps dans des textes qui existent, qui sont internationaux ou nationaux, qui existent en France, qui existent ailleurs, et notamment dans la fameuse Charte de Munich, qui est un peu la référence internationale des journalistes. Mais on doit constamment adapter, évidemment, cette morale professionnelle, on peut dire que c'est de la morale professionnelle, aux conditions d'exercice réel du métier et à la réalité contemporaine. Et donc, en 2013, le Conseil de déontologie journalistique a publié un code de déontologie journalistique qui est constamment remis à jour et qui contient aussi des exemples d'applications concrètes. À part ce code, le CDJ a publié depuis sa création, donc depuis maintenant 9 ans, des recommandations, une recommandation sur l'information relative aux personnes étrangères et d'origine étrangère, plus un glossaire des termes, quels sont les termes qu'il est exact d'utiliser, qu'il est opportun d'utiliser en matière d'information quand on parle d'étrangers. Un réfugié, un migrant, c'est pas la même chose, un demandeur d'asile, etc. Un texte sur la rectification, comment réaliser une rectification quand on a commis une erreur, de manière vraiment opératoire, pour que les gens se rendent compte qu'il y avait une erreur et qu'on l'a corrigée. Une recommandation sur l'information en situation d'urgence, qui a été rédigée juste après les attentats de Paris en 2015. Une recommandation sur la distinction entre la publicité et le journalisme, c'est évidemment fondamental, et notamment sur la native advertising qui se répand de plus en plus. Une recommandation sur l'identification des personnes physiques dans les médias. Quand doit-on identifier? Donner le nom, donner la photo? Quand ne doit-on pas? Le principe, c'est qu'on ne donne pas, sauf. Une recommandation sur la couverture des campagnes électorales, une sur les forums, sur les sites de médias, les forums de réaction. Et il y en a une qui est en cours sur l'information économique et financière et les conflits d'intérêts. Le deuxième rôle fondamental, c'est évidemment recevoir et traiter des plaintes. Alors, agir sur plainte,
uniquement, c'est potentiellement discriminatoire, parce qu'on sait très bien que les gens les moins informés et les moins instruits, donc les plus exposés finalement aux inconvénients des abus des médias, ne se plaignent pas en général. Ils ne connaissent pas, n'ont pas le réflexe de le faire. Cependant, on a prévu au CDJ de pouvoir se saisir spontanément de certains dossiers et donc de s'autosaisir de certains cas. Ça a été le cas dans 2 ou 3 dossiers depuis la création du CDJ. Tout le monde peut introduire une plainte. Toute personne qui estime qu'il y a eu une infraction à la déontologie professionnelle peut introduire une plainte. Il n'est pas nécessaire d'avoir été personnellement concerné ou personnellement lésé. Ce n'est pas la même chose du côté de la communauté flamande, où il existe aussi un conseil de presse, et là, le conseil ne reçoit les plaintes que si la personne qui porte plainte a été impactée personnellement par ce qu'elle dénonce. Une fois que la plainte est reçue, il y a priorité à la médiation. C'est-à-dire on va commencer par essayer de trouver une solution qui va satisfaire le plaignant et le médian. Et c'est assez souvent le cas, pas très souvent, mais enfin quand même relativement souvent. Le secrétaire général joue alors un peu le rôle d'ombudsman, si vous voulez, ou de médiateur des médias. Si ce n'est pas le cas, on examine donc la plainte au fond, si elle est recevable, on vérifie si elle est recevable, si elle est dans les temps, si elle est claire, etc. Mais les conditions sont assez basiques. L'examen comprend parfois une audition des parties, parfois une commission composée de membres du CDJ, commission de 4 membres. Et puis il y a un rapport, et puis on décide. On décide, j'allais dire on vote très peu en fait. Depuis que le Conseil de déontologie journalistique existe, on a voté 6 fois. La plupart des décisions ont été prises par consensus, sans devoir recourir au vote. Ce qui montre qu'il y a quand même un effet, je dirais, moteur, un effet proactif de cette idée de la démocratie consociative et de la mise ensemble des différents acteurs. La décision, c'est quoi? La plainte est fondée partiellement ou totalement. Si elle est partiellement, c'est sur la base de tel ou tel article du code de déontologie qui ont été, à notre avis, enfreints, ou elle est non fondée. Éventuellement, s'il y a vote, les gens qui ne sont pas d'accord avec le vote peuvent émettre une note de minorité qui sera jointe à l'avis, comme à la Cour des droits de l'homme. S'il y a des conflits d'intérêts, par exemple, si une des plaintes vise un membre du Conseil de déontologie, évidemment, il se retire, ne participe pas au traitement de la plainte, mais s'il est membre de la même rédaction que la personne visée ou que la rédaction visée, il y a un système de déportation, je n'aime pas beaucoup ce terme, enfin, de déport, disons, qui existe et qui est prévu par le règlement intérieur. Le troisième rôle, c'est d'informer, de diffuser les avis et les recommandations le plus largement possible sur le site cdj.be, sur une publication régulière, via l'association des journalistes, via la presse professionnelle, via les médias en général. Autre forme de diffusion, c'est rencontrer les rédactions. Le secrétaire général et le président font constamment le tour de toutes les rédactions pour avoir des conférences professionnelles, pour convaincre les journalistes, et ça marche de mieux en mieux, que l'autorégulation, ça a du sens. Répondre évidemment aux questions des journalistes, des rédactions, mais aussi des institutions, des écoles de plus en plus nombreuses, des conférences dans les écoles de journalisme, dans les écoles, dans les lycées, dans les associations, participation internationale, etc. Je suis allé récemment en Macédoine, porter la bonne parole, en Macédoine du Nord, pardon, porter la bonne parole au conseil de presse qui vient de se créer là-bas. Alors, quelle est la sanction? Il n'y a pas de contrôle sans sanction. La sanction, je vous ai dit, l'autorégulation, c'est basé sur la persuasion. Le goodwill, comme on dit en anglais. Donc, c'est un pari sur l'effet de l'exemple, si vous voulez. Ça vaut ce que ça vaut. Mon expérience personnelle, c'est que ça marche plutôt de mieux en mieux, avec le temps. Maintenant, depuis 9 ans que le Conseil fonctionne,
il s'est fait connaître, la population connaît son existence, donc sait comment porter plainte, les journalistes connaissent son existence, le code de déontologie est affiché dans toutes les rédactions, sous forme d'une grande affiche qui contient tout son texte. De plus en plus, des rédacteurs-chefs, des directeurs de l'info, des journalistes passent un coup de fil à la secrétaire générale ou même à moi pour poser des questions préalables avant de publier quelque chose. Récemment, un directeur de l'info d'une chaîne de télé m'a téléphoné parce qu'il était question de diffuser la photo d'une petite fille qui avait été emmenée en Syrie par son père et qui était recherchée. Sa mère la recherchait. La police avait diffusé un avis de recherche, mais est-ce qu'on allait quand même diffuser la photo, sachant qu'il s'agissait d'une mineure et qu'il y a des lois qui interdisent évidemment la diffusion de l'identité d'un mineur qui pourrait être impliqué dans une procédure judiciaire. Bon voilà, discussion, on ne donne jamais des réponses carrées, comme disant oui ou non, on dit qu'est-ce que vous en pensez, on discute, voilà quels sont les éléments de la discussion, etc. Donc la sanction, si la plainte est fondée en tout ou en partie, la sanction c'est la diffusion de l'avis. Les médias belges francophones se sont tous engagés à publier un résumé de l'avis fait par le CDJ, un résumé fait par le CDJ de son avis, pendant 48 heures sur la page d'accueil de leur site internet. Pourquoi sur la page d'accueil du site internet? C'est la seule chose qu'il y a de commun entre un quotidien imprimé, une chaîne de télé, une chaîne de radio, un pure player, etc. Ils ont tous un site internet et ils ont tous une page d'accueil. Du côté flamand, c'est un peu mieux. Ils se sont engagés à insérer en page opinion, par exemple, l'avis, ou de mettre un résumé dans le programme de radio ou de télévision qui a été concerné. Côté francophone, on n'est pas encore arrivé à ça. Mais on est arrivé à faire insérer en dessous du contenu contesté un hyperlien renvoyant au site du CDJ et qui donne l'intégralité de l'avis. Et aussi, cet hyperlien, lui, est permanent, il reste là en permanence. Et une référence visible et permanente aussi sur la page Facebook du contenu visé, par exemple. Donc, il y a une publicité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet pilori. Dans le temps, quand un voleur était condamné, on le mettait sur la place du village, les poings attachés à un pilori, et les gens voyaient le malfaiteur, et c'était censé les inciter à se comporter mieux. C'est un peu ça qu'on espère de ce type de sanctions, parce que les journalistes tiennent à leur réputation, évidemment, professionnelle, par rapport à leurs confrères, et parce que les éditeurs, ils sont en état de benchmarking permanent avec leurs concurrents. Alors, il y a eu d'autres propositions de sanctions, par exemple, un effet sur la carte de presse, je l'ai dit, le retrait éventuel de la carte de presse, ce n'est pas le cas actuellement, la commission de la carte n'a pas ce pouvoir. Des amendes, c'est possible. Le conseil de presse suédois a le droit d'imposer des amendes jusqu'à 4 000 €. C'est le plus vieux conseil de presse existant, 1916. Oui, on pourrait imaginer, mais ça ferait sortir l'autorégulation de son principe tel qu'il existe actuellement. Obliger le média à présenter des excuses, ce serait pas mal. Obliger à publier la réponse, de la même manière qu'un droit de réponse légale, par exemple, en même endroit et de la même façon. Une piste intéressante que je trouve qu'il faudrait creuser, et qu'on essaye de creuser, c'est le label. C'est-à-dire accorder d'office à tout média qui adhère au système d'autorégulation un label disant « moi j'adhère au système d'autorégulation », ce label pouvant évidemment lui être retiré s'il s'avère qu'il ne respecte pas ses engagements. Retiré par qui? Bon, ça se discute, mais en tout cas c'est une des pistes les plus fréquemment utilisées. 51% des plaintes traitées par le Conseil de déontologie journalistique se traduisent par un avis de plainte fondée. Donc 1 sur 2 en moyenne. C'est à la fois beaucoup et peu. Mais il faut dire qu'on n'a reçu que 129 plaintes. Je vous répète qu'il y a 4,5 millions d'habitants en Belgique francophone en 2016. Il y a beaucoup de plaintes irrecevables parce qu'elles ne concernent pas des enjeux déontologiques.
parce qu'elles sont souvent des désaccords idéologiques, politiques, etc., ou des remarques sans fondement. Le motif de plainte croissant, c'est la qualité de l'info, c'est-à-dire lacunes dans la recherche, déformation, approximation. Et ça, incontestablement, c'est lié au phénomène de concurrence et au mode de fonctionnement interne des médias, à l'industrialisation du mode de fabrication de l'information, c'est-à-dire au statut finalement des journalistes dans les rédactions. Et de plus en plus un statut prolétarisé, qu'il soit salarié ou non. Et les journalistes belges ont la coutume de dire qu'ils sont de plus en plus, ou qu'ils n'ont jamais sans doute été autant indépendants du point de vue politique, des consignes politiques, mais qu'ils sont en revanche plus que jamais victimes des consignes de marketing, c'est-à-dire de la politique de marketing de leurs médias. Le deuxième motif de plainte, c'est les atteintes à la vie privée, mais finalement, c'est sans doute pour les mêmes raisons. Parce que la concurrence, surtout dans la presse, dans la PQR ou dans la presse locale, elle se manifeste comme ça. Dans les atteintes à la vie privée, parce qu'on essaye d'être celui qui va donner les infos les plus complètes et les plus précises sur le petit fait divers local. Voilà, c'est le petit bilan qu'on peut faire après 9 ans d'existence du Conseil de déontologie journalistique. Je dirais un mot de la Suisse, qui est plus ancien, évidemment, beaucoup plus ancien, qui date des années 60, qui est très respecté, qui lui est fédéral, confédéral, puisque la Suisse est une confédération. Il y a en Suisse 23 membres, dont 3 font partie de la présidence, un francophone, un germanophone et un italianophone, puisqu'il y a 3 langues officielles, enfin il y en a 4, mais 3 langues officielles. 5 membres représentent le public et les 15 autres membres représentent les journalistes. Il n'y a pas d'éditeur dans le Conseil de presse suisse. Il y a 3 chambres, une pour les médias romans, une pour les médias alémaniques et une pour les médias italianophones. Chaque chambre est présidée par un des présidents. Et il y a donc une charte de base qui s'appelle la Déclaration des devoirs et des droits de la journaliste, qui sert de base. Et comme pour le CDJ, c'est sur la base de chaque article de cette déclaration que le Conseil se prononce. Et je dois dire que les avis du Conseil sont très respectés, et sont très respectés aussi par les éditeurs, ils sont publiés par les éditeurs. Ce qui est plus récent, c'est un conflit latent et de plus en plus fort entre le Conseil suisse de la presse et les instances représentatives des éditeurs sur la question de la différenciation entre publicité et information, et sur l'interdiction qui est faite aux journalistes de faire de la publicité, ou de participer à des contenus publicitaires, ou sur la recommandation qui est faite de distinguer très clairement un contenu publicitaire d'un contenu rédactionnel. Le président de l'association des éditeurs suisses, qui est une personne de langue allemande, a récemment fait une déclaration qui a été condamnée unanimement par le Conseil suisse de la presse, où il disait « mais ça c'est des histoires du passé, ce n'est plus possible aujourd'hui, le marché va dans le sens inverse et il faut absolument en finir avec cette vieille lune de la séparation entre information et publicité. Ce qui compte, c'est la qualité du contenu et la qualité de la publication. » Donc voilà. Et c'est moi qui juge de la qualité. Voilà, en 2 mots, ce que je pouvais vous dire sur l'expérience belge. J'aurais une dernière chose. C'est pas la première fois qu'on vient en parler en France. Les médiateurs de presse, les médiateurs des chaînes publiques, etc., ont déjà plusieurs fois invité des représentants du CDJ à discuter avec eux et sont en général assez inspirés par le modèle. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est très inspirant et je pense que déjà ça vous donne matière à réflexion et ça vous montre à quel point ça peut être utile. On va maintenant passer à la partie franco-française avec les propositions du SNJ en la matière, ce que pense le SNJ sur le sujet. Et je passe donc la parole à Dominique Pradalier.
Pardon, oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je suis journaliste, secrétaire général du Syndicat national des journalistes, et vous avez devant vous une jeune centenaire, puisque le SNJ s'est créé le 10 mars 1918, en pleine guerre, c'était assez gonflé, contre la propagande, les censures et les fake news. Premier acte public, la charte des devoirs et des droits des journalistes. On insiste beaucoup aussi sur les devoirs. C'est la même qui est aujourd'hui toujours en France. C'est la seule charte existant nationalement en France et qui est censée régler les droits et les devoirs des journalistes. Alors, ce que je viens d'entendre de la part de mon confrère belge me fait assez rêver, je dois dire, pour des tas de raisons. Mais la première, c'est que le contexte est extrêmement différent entre les médias belges et les médias français. Pourquoi ? Parce que les médias français, comme vous le savez, sont possédés, et le mot n'est pas trop fort, par une dizaine de grands groupes, actuellement, tous les médias confondus, presse, papier, presse en ligne, radio, télé, blog, etc. Le monde diplomatique a fait réaliser un excellent schéma qui est joignable à tout instant de qui possède quoi, actualisé en novembre 2017, et c'est effarant, je veux dire. Même nous qui le savons, c'est un peu hallucinant de considérer ce qu'on voit là. Donc le contexte, malheureusement, est extrêmement différent, notamment côté éditeur. Côté politique aussi, le contexte est très différent. Vous avez... alors, je continuerai un petit peu sur les éditeurs pour dire que, notamment la presse écrite, a démontré par les employeurs et toutes les concentrations diverses depuis les 20 dernières années que leur seule ambition était de faire de l'argent et non pas de faire de l'information de qualité. Il y a des exceptions, bien évidemment, vous les connaissez toutes et toutes. Je ne me hasarderai pas à les lister parce que j'en oublierai certainement, mais heureusement, quand on veut lire une information de qualité en France, on peut encore le faire. Mais pour combien de temps ? Mais pour combien de temps ? Et ça, ce sera la partie qui précédera mon intervention beaucoup plus consacrée au conseil de presse. Le contexte politique, donc j'y reviens maintenant, c'est un contexte qui, depuis quelques mandatures, a la faiblesse, pour ne pas dire la lâcheté, de ne pas vouloir intervenir de façon indépendante et d'aider les journalistes et les rédactions via leurs syndicats à retrouver un équilibre qui devrait être de mise, non seulement rédaction par rédaction, mais équilibre entre les journalistes et les citoyens pour lesquels travaillent les journalistes, qu'ils soient dans le secteur privé ou dans le service public. Et nous essayons, et j'ai malheureusement l'ancienneté suffisante pour le dire, que depuis plus de 30 ans, nous nous heurtons à des fins de non-recevoir, à quelques mesurettes qui ne suffisent pas, et à des lois anti-liberté de la presse. Première des choses, dans les années 81, nous avons beaucoup rêvé à un fameux retour aux ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse, qui notamment proscrivait les concentrations en faveur du pluralisme. Eh bien, dans les années 80, nous avons failli avoir une très belle loi contre les concentrations. Nous n'avons jamais eu, malheureusement. Donc nous avons essayé de travailler autrement, syndicalement. Je vous présente à toute vitesse le SNJ en dehors de son côté centenaire. C'est effectivement le syndicat le plus important des journalistes, c'est le premier. Nous comparons les organisations syndicales tous les 3 ans, puisqu'il y a un scrutin pour élire les commissaires à la commission de la carte de presse. Et cette année, le SNJ a 53, quelque chose % avec les 5 autres listes qui sont derrière. Voilà, c'est pour vous donner une notion de représentativité.
Le SNJ est aussi un syndicat totalement indépendant qui vit uniquement des cotisations de ses membres, de ses adhérentes et adhérents, et ne veut surtout pas avoir de permanent. C'est-à-dire qu'on travaille tous, quand on a la chance d'avoir du travail, dans nos rédactions. On pratique le syndicalisme en plus. Et ça, c'est quelque chose de constant depuis 100 ans. C'est-à-dire qu'on aime tellement notre profession, on travaille à l'améliorer et dans nos rédactions et au niveau régional, national ou international, etc. Voilà. Et si je vous détaille un tout petit peu ce qu'est le SNJ, c'est pour vous dire qu'on a une ancienneté dans la réflexion et dans les propositions qui fait que nous avons abouti en 1935, je n'étais pas né, croyez-le, à ce que le Parlement adopte en consensus le statut des journalistes professionnels qui crée la clause de conscience, la commission de la carte des journalistes professionnels, les tribunaux de commission arbitrale qui jugent des journalistes, qui existent encore aujourd'hui, heureusement, qui sont des tribunaux d'exception, et toute une série de recommandations et de dispositions qui ont abouti à une convention collective de cette profession. Alors, je ne vais pas non plus m'étendre très longtemps là-dessus, mais pour vous dire que cette loi de 1935 est toujours actuelle et elle protège et garantit les journalistes et les aide à travailler. Mais elle est très insuffisante. Et la fameuse clause de conscience qui permet à un journaliste de quitter l'entreprise au moment même où il considère qu'il ne peut plus travailler correctement en son âme et conscience, ben c'est très très bien. Sauf que le journaliste, il sait très bien qu'il ne trouvera pas de travail, en tout cas difficilement, et que la rédaction qu'il vient de quitter n'en est pas améliorée pour autant. Évidemment. Ce qui fait que maintenant, nous militons pour une reconnaissance légale d'une équipe rédactionnelle dans chaque entreprise de presse qui réunirait tous les journalistes, du pigiste ou du stagiaire premier jour au rédacteur en chef inclus, et qui représenterait le cœur du journal. Et qui pourrait avoir, alors je ne détaillerai pas là parce qu'il y a certains arbitrages, comme on dit au niveau du gouvernement, qui ne sont pas rendus au niveau de la représentation et des modalités de fonctionnement, etc. Mais je veux dire, c'est une modalité absolument vitale pour les rédactions. Les journalistes n'auront pas d'avenir s'ils n'ont pas de destin commun. Or, tout vise, aussi bien dans la presse que dans tous les autres secteurs de la vie française, à émietter les gens, à les éparpiller, à les renvoyer chez eux, à surtout éviter que le moindre collectif puisse exister. Et c'est vrai chez nous, comme partout. Et c'est ça qui est dramatique, parce que du coup, vous avez des réactions qui sont complètement irrationnelles. Vous avez des gens qui sont classés ennemis les uns contre les autres, alors que ça ne devrait pas être le cas du tout. Et donc, nous, on milite très très fort pour cette reconnaissance juridique, avec les déceptions courantes, c'est-à-dire que, par exemple, un député assez bien connu que le Parti socialiste s'appelle M. Patrick Bloch, en 2010, dans l'opposition, les parlementaires sont toujours très 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 bien dans l'opposition, avait fait une proposition de loi pour la reconnaissance. Et quand il est arrivé à la majorité, eh bien, il a refusé de la faire. Voilà. Et en 2015, il a refusé de la faire. Et nous, on ne cherche pas à prendre le pouvoir par là, dans les rédactions. On cherche simplement à rééquilibrer les pouvoirs au sein des entreprises de presse. Parce que pendant des dizaines d'années, en fonction des ordonnances de 1944 et du statut de 1935 dont je vous ai parlé, vous aviez un équilibre dans chaque entreprise de presse. Vous aviez d'un côté les rédactions, de l'autre côté les actionnaires, le marketing, la publicité, etc., etc., avec une ligne rouge au milieu. Personne n'était censé traverser ni dans un sens ni dans l'autre, le garant étant le directeur. Mais les directeurs ou les rédacteurs en chef, comme l'a dit si bien mon confrère précédemment, ont une évolution de carrière extrêmement différente. Ce ne sont plus des journalistes, en tout cas pour les directions. Ce sont des managers. Alors ils managent du yaourt, le lendemain ils manageront autre chose, etc. Donc c'est plus du tout une culture de presse, une culture média. Quant aux rédacteurs en chef, ils sont obsédés par le fait de faire des économies et de coûter de moins en moins cher. C'est pas comme ça qu'on construit une ligne éditoriale, c'est pas comme ça qu'on mène une rédaction
et qu'on aide une rédaction à bien travailler. Donc tous les éléments ou presque sont réunis pour qu'on travaille mal. Alors une des choses dont vous entendrez très très peu parler, c'est des combats dans les rédactions. Une des censures en France, c'est l'information sur l'information. Et c'est une évidence puisque l'information est un pouvoir. Celui qui détient l'information a un certain pouvoir. Celui qui la transmet devrait avoir le même type de pouvoir. Mais celui qui la détient veut la garder. Bon, tout le monde a compris, je n'ai pas besoin non plus d'être très très longue là-dessus. Donc, cette reconnaissance juridique est absolument vitale. Je pense que la profession n'a aucun avenir si nous n'y parvenons pas. Et nous avons vu il y a 2 ans la fameuse grève d'ITV. Vous l'avez tous suivi, 31 jours de grève d'une rédaction pas du tout syndiquée, qui ne voulait pas avoir de syndicat, etc., etc. Ils auraient eu cette reconnaissance légale, je pense qu'ils auraient réussi. C'est une sorte de clause de conscience collective qui maintenant nous paraît parfaitement nécessaire si la profession veut son avenir. Alors, si nous obtenons ça, il faut bien évidemment, comme pour l'instance de déontologie dont on parlera plus tard, qu'il y ait un texte d'application. Alors, nous, on propose toujours cette charte. On l'a offerte à la profession. Alors, le texte de Munich dont parlait mon confrère est un texte européen qui est l'enfant de cette charte, qui a été signé en 1971. Donc, vous voyez, il y a déjà quelques temps, et qui a été adopté par 6 pays, à ma connaissance, au moment de la signature. Je ne suis pas sûr que le nombre de pays ait été reconnu par la FIJ après. Voilà, la FIJ et la Fédération internationale des journalistes et la Fédération européenne l'ont effectivement reconnu. Voilà, donc il faut un texte de base, parce que c'est comme une constitution ou comme le code de la route, vous devez avoir un texte commun, sinon c'est pas la peine. Or, Monsieur Bloch, je suis désolé, je vais l'accabler une 2e fois, dans la loi dont on a dit qu'elle était très mauvaise, et on peut vous expliquer pourquoi dans le détail plus tard, non seulement ne reconnaît pas la charte et la déclaration de Munich, pourquoi pas, on aurait pu reconnaître 2 textes, mais elle laisse aux éditeurs le soin de négocier des chartes, chacun dans sa boîte. Alors c'est comme si on disait au département français, vous faites votre code de la route, vous dans votre coin, puis on verra à l'arrivée. C'est aussi stupide et criminel. D'abord parce que les rapports de force dans les entreprises ne sont pas tellement forts partout. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous sommes la lanterne rouge en matière de syndicalisation. Et là aussi, mon confrère me faisait rêver. Les journalistes ne sont pas les plus mal dans ce secteur-là, mais dépassent difficilement les 10-12% de syndicalisation. Donc les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes, vous vous en doutez. Donc il faut un texte commun, il faut la reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle, il faut bien sûr une instance de déontologie. Et je n'ai pas tardé à y arriver, c'est parce qu'elle arrive en son temps. Pourquoi ? D'abord, il faut comprendre que les éditeurs, n'ayant pas le même intérêt que les éditeurs francophones de Belgique et néerlandophones, enfin flamands plutôt, refusent de reconnaître les textes, refusent une instance quelle qu'elle soit, et surtout veulent bien accepter les aides à la presse. Chez nous, c'est autre chose que les quelques millions dont parlait tout à l'heure mon confrère. Selon les estimations, et selon qu'on inclut tout ou pas, parce que vous avez des aides directes et indirectes, c'est 1,4 milliard par an de notre poche qui part comme ça, sans contrôle. Et sans condition. Sans condition. Et qui sont attribués par une commission qui siège auprès du ministère de la Culture, qui est composée d'éditeurs et de quelques juristes. Voilà. Et quand je les ai rencontrés il y a quelques années, on leur a dit, vous savez, nous on voudrait que les travailleurs des médias puissent siéger dans cette commission. Parce que vous, juristes, nous voudrions qu'elle soit paritaire, cette commission. Ils ont dit, mais elle est déjà paritaire, madame. Il y a les éditeurs et nous. J'ai dit, bah oui, évidemment, vu comme ça. Mais j'ai dit, vous n'entendez qu'une vérité.
celle des éditeurs. Nous, on veut que les aides à la presse soient remises à plat. Et d'ailleurs, la Cour des comptes a fait un excellent travail en 2013 qui a stigmatisé très férocement ce système, qui est un système presque de prébende. Hein. On connaît de l'argent qui a filé en Suisse, je ne dirais pas quel groupe, mais tout le monde le sait. On connaît l'argent qui a servi à entretenir un golf au lieu de servir à Paris-Normandie. On connaît, etc., sans contrôle ni condition. Et donc, nous on demande que ce soit mis à plat et qu'elles servent à leur but initial, qui est la qualité de l'information et le pluralisme des médias. Alors, aucun gouvernement, là non plus, ne veut le faire. Hein. Ça fait 30 ans qu'on le fait. Alors, voyez, je vous laisse le soin de voir quel type de gouvernements se sont succédés les uns après les autres. Mais aucun n'a voulu le faire, malgré toutes les promesses, bien sûr. Aucun n'a voulu le faire. Et pourquoi c'est essentiel, ces aides à la presse? Déjà parce qu'elles devraient être... leurs conditions d'attribution devraient être revues. C'est-à-dire que les éditeurs devraient s'engager d'abord à respecter les lois sociales. Ça va vous paraître stupéfiant. Mais des éditeurs condamnés au prud'homme sans arrêt parce qu'ils licencient des journalistes ou d'autres travailleurs d'ailleurs technico-administratifs sans raison du jour au lendemain, vous avez des éditeurs qui sont régulièrement condamnés. Ils ont les aides. Donc, respect des lois sociales, respect d'un texte de déontologie, on ne leur impose pas lequel, mais respect de ce texte. Voilà les deux articulations qui devraient permettre. Et transparence comment dirais-je, de ce qu'on a fait de l'argent public. C'est quand même de l'argent public et c'est beaucoup d'argent. Donc, ça devrait être publié dans le média. Alors moi j'ai reçu 100 balles, voilà ce que j'en ai fait cette année. Voilà, voilà nous ce qu'on demande. Hein, on demande ça depuis un moment, on y arrivera peut-être, on verra. Et là on va arriver pourquoi on arrive à la science de déontologie, parce que entre toutes ces déviances terribles des éditeurs auxquels les journalistes s'efforcent au quotidien de se battre, quelquefois réussissent, souvent échouent. Il nous faut une instance de déontologie parce que les citoyens maintenant commencent à se méfier considérablement de nous. Et avec raison dans certains cas, et avec tort dans d'autres. Et je vais vous donner l'exemple de France 2 où j'ai travaillé très longtemps. Moi je suis viscéralement en service public. À France 2, nous avions réussi à créer une instance de médiation qui s'appelait le médiateur. Qui intervenait avec une émission hebdomadaire en direct, bien sûr, pour éviter les pressions, le samedi de 13h15 à 13h30. Et à cette émission venaient des téléspectateurs lambda, comme vous, comme moi, comme n'importe qui se plaignaient, etc. Et c'était une émission extrêmement pédagogique qui avait pour but de dire vous vous êtes plaint, vous avez eu raison. Vous êtes un, mais là, vous n'avez pas eu raison, parce que, figurez-vous que voilà ce qui s'est vraiment passé, etc. Bon, en général, ils avaient raison de se plaindre, mais pas toujours. Cette émission a été supprimée sur ordre de M. Sarkozy, président, du jour au lendemain, en 2008. À France 3, il existait une émission du même type qui passait en pleine nuit, entre minuit et... Alors, je sais bien qu'on peut enregistrer... Enfin, déjà, l'émission de l'était enregistrée, donc je ne sais pas quelles étaient les conditions de travail de chaque émission, mais bon, c'était pas une émission en direct, vous voyez bien la différence. Donc, ce type de médiation fonctionnait très bien, et on s'est dit, il faut une instance nationale de déontologie, qui fasse le même type de travail, et qui réunisse tout le monde. C'est pour ça que le SNJ s'est lancé à corps perdu dans cette idée qu'il faut absolument une instance nationale de déontologie pour faire de la pédagogie pour les citoyens, mais aussi pour les journalistes et pour les éditeurs. Hein, la pédagogie, c'est pour tout le monde. Et ça aidera une profession à se désembourber, parce que nous sommes embourbés, nous avons besoin de vous. Nous sommes embourbés dans les pressions économiques, dans le fait que les rédactions ont été réduites à l'os, et que donc on demande à la même personne de faire 3 trucs dans la même journée sans avoir pu vérifier ni rien.
et que certains acceptent parce qu'ils n'ont pas les moyens de dire non, d'autres refusent. Enfin, c'est comme dans tous les secteurs de la vie française, hein. Vous avez des gens plus courageux, qui ont plus de capacité que d'autres à refuser, à dire non, à dire oui, etc. Mais ils ont besoin d'aide, ces gens-là. Ils ont besoin d'aide. Et l'aide, c'est les citoyens qui peuvent leur apporter. Et donc une instance nationale de déontologie serait tripartite, composée paritairement journalistes, éditeurs déjà, comme la commission d'attribution de la carte de presse, qui marche très bien, qui est un des derniers lieux de paritarisme qui fonctionne à peu près, et puis avec la société civile, bien sûr. Alors, il est évident qu'à nos yeux, une instance de ce type n'est absolument pas un tribunal. Et le mot tribunal, dont Antoine a eu raison de vous rappeler les tribulations au travers d'un blog, est absolument à proscrire pour des tas de raisons. Le tribunal d'honneur, ça existait, mais plus personne ne sait ce que ça veut dire. Ça a existé, bien sûr, mais plus personne. Est-ce qu'on sait ce que c'est que l'honneur? Oui, sans doute. Le tribunal d'honneur, je ne sais plus trop. Donc, ce n'est absolument pas un tribunal parce que ça ne doit pas juger. Ça va pouvoir être saisi par n'importe quel citoyen, par une association, etc. Ça peut s'autosaisir. Ça va enquêter sérieusement et émettre un avis. Voilà. L'avis étant destiné à être publié dans le ou les médias concernés. Voilà, vous savez, c'est un système assez court. Hein. Et quand je dis ça, j'ai fait un résumé, ça veut dire des mois de travail pour arriver à l'avis. Hein. Je ne veux pas dire que c'est... Mais ça ne se substitue pas du tout aux tribunaux. Et la sanction, effectivement, c'est l'avis. C'est l'avis. Pour deux raisons. D'abord parce que les journalistes tiennent à leur honneur professionnel, même si quelquefois ils sont obligés de les corner. Et les patrons tiennent à leur marque, eux. Alors, si la marque a mal fait, on peut considérer. Mais moi, je ne suis pas très optimiste sur la possibilité d'arriver rapidement à une telle instance. D'abord parce que ce ne sont les groupes qui détiennent les journaux les ont achetés pour des raisons tout à fait différentes. C'est pas pour faire de la presse. C'est premièrement parce que quand M. Bolloré est attaqué, il dit « je suis patron de presse ». On attaque, au secours, on attaque un patron de presse. Donc, moralement, ça fait bien, paraît-il, même encore maintenant. Deuxièmement, pour des raisons, évidemment, de pression et de censure horizontale et verticale, hein, facile à... Vous avez tous suivi, on ne va pas raconter des histoires, des interdictions de magazines, des pressions sur les journalistes, etc. Et puis, pour l'évasion fiscale organisée. Car, comme par hasard, les journalistes sont toujours... Les journaux et les médias sont toujours en difficulté financière. Et comme par hasard, le groupe va bien. Alors, vous avez toute une série d'associations chapeaux qui chapeautent, qui machin, etc. C'est comme ça qu'on ne sait pas où passent les aides à la presse. Ils sont destinés à la presse. Donc le Figaro, qui fait partie d'un groupe qui, ma foi, fait beaucoup d'argent, touche autant d'argent que s'il en avait besoin. Or, il n'en a pas besoin, en principe, puisqu'il est dans un groupe. Certains journaux, certains quotidiens ont vraiment besoin de ces aides. Et disent ce qu'elles en font. Hein, on pense notamment, je crois que c'est l'UMA qui en publie le maximum d'informations sur ce point, l'humanité, etc. Je ne suis pas très optimiste parce que les groupes n'ont aucun intérêt à ce qu'on aille voir ce qu'ils font dans leur boutique, puisque le secret est vraiment la possibilité de toutes les corruptions, de tous les coups bas, etc. Nous savons que il y a quelque chose dans les tuyaux pour avoir rencontré le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui est un député d'En Marche qui s'appelle Bruno Studer. Quand on a parlé ça devant lui, il a dit « Vous me trouverez toujours à vos côtés, nous savons très bien qu'il essaye de travailler dans notre dos. » Et bah oui, malheureusement, oui, c'est ça, oui. Il a dit venez me voir dès que vous ferez. Je dis bah, je viens tout de suite. Il m'a dit non, mais là on est occupé. Je dis bah, très bien. Donc j'ai mis. L'intérêt d'avoir une pratique de ces rencontres, c'est que
on perd moins de temps qu'avant, voilà. On perd moins de temps qu'avant dans les rencontres. Donc cette instance, elle doit voir le jour. Il y a eu d'ailleurs un rapport qui a été fait du temps de Madame Filippetti ou de sa successrice. J'ai plus trop la date, d'une magistrate qui concluait: ah, c'est très intéressant, mais les employeurs n'en veulent pas. Alors là, vraiment, il y avait un scoop qui n'était pas ratable du tout. Et puis c'était tout. Mais on leur a dit: mais attendez, si vous dites comme en Belgique, les aides à la presse iront à celles et ceux qui intégreront une association ou un conseil de presse, ça changerait peut-être les choses. Ah oui, c'est une bonne idée. On attend toujours la réalisation de la dite bonne idée. Donc on a l'impression en ce moment que on est en train de le faire dans notre dos. Et c'est là qu'arrivent les intrus et toutes celles et ceux qui essayent de profiter de la vague média veut dire pognon. Alors les intrus chez nous, c'est des associations, c'est des ONG qui prétendent représenter les journalistes. Alors je ne parle pas de l'association des journalistes de presse judiciaire ou de la presse agricole, etc., qui, par secteur, échangent leurs informations, leurs difficultés, etc. Je parle des ONG beaucoup plus larges, qui s'appellent Fédération du journalisme, qui s'appellent même Reporters sans frontières. Même Reporters sans frontières, qui théoriquement s'occupe des journalistes en difficulté à l'étranger, dit: ah non, mais on remplace aussi les journalistes français. On les représente. Alors, c'est totalement faux, et puis c'est dangereux pour les journalistes français, pour la bonne et simple raison qu'ils sont implantés dans aucune rédaction. Ils ont dit bravo à la loi Bloch, ils ont dit bravo à ce que proposait le président Macron lors de ses vœux à la presse le 3 janvier dernier, en disant: on va faire un label. On va faire un label pour les entreprises qui respectent un certain nombre de choses. Elles auront un label. Et elles auront des aides à la presse. Alors moi, j'appelle ça une mise en ordre de propagande. Hein. Comme dans certains pays actuellement, en Hongrie ou en Pologne, on voit se développer ce système-là. Je trouve que c'est extrêmement grave. D'autant plus que toutes les lois qu'on vient de nous enfiler, et on terminera là-dessus si vous voulez bien, Antoine. La loi sur le secret des affaires, c'est la pire loi qu'on ait connue depuis la France occupée, en fait. Hein. Nous nous sommes battus comme des chiens, aussi bien au niveau français, au niveau européen, puis au niveau français de nouveau. Nous avons échoué. La loi sur le secret des affaires a été votée. Nous sommes allés en recours devant le Conseil constitutionnel qui a trouvé la loi très 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 bien. Et nous sommes maintenant en recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, où le recours doit être déposé le 28, donc vous voyez, c'est dans 3 jours, contre cette loi, qui est liberticide pour toutes les couches de la population. Non seulement les journalistes, mais les lanceurs d'alerte, les ONG, les syndicats, les chercheurs, les historiens, puisqu'elle introduit une inversion de toutes les valeurs. La loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui a réglé harmonieusement la France républicaine pendant des dizaines d'années et a été modèle dans le monde entier, prévoit, premier article, la liberté, quitte à répondre des abus. La loi secret des affaires vous donne le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit. C'est exactement l'inverse. Et le secret des affaires est défini par chaque entreprise qui définit ce qu'est son secret. Donc vous avez compris, la boucle est bouclée. Et on nous dit, oui, mais il y a des dérogations pour les journalistes. Je remets chose, inversion des choses. Il faut prouver qu'on mais il va falloir le prouver devant la justice. Denis Robert, 10 ans de justice. Édouard Perrin, reporter à France 2, France Télévisions, est encore sous le coup du tribunal de Metz, et nous sommes à ses côtés, car le tribunal a jugé, il a attaqué une décision, avec raison, d'une magistrate du tribunal de Metz qui a permis d'identifier ses sources, c'est-à-dire le deuxième lanceur d'alerte. C'est-à-dire, c'est pas Harley, c'est l'autre, bon, c'est pas grave. Donc, cette décision a été attaquée, le tribunal a répondu à Édouard Perrin, vous n'êtes pas un journaliste, circulez.
Donc nous sommes en appel. Deuxième chose devant les tribunaux, maintenant, la loi secret des affaires est destinée à être intégrée dans le code du commerce. Le code du commerce répond des tribunaux du même nom. Les tribunaux du commerce, ce sont des juges consulaires nommés par les chambres de commerce, qui ont pour objectif de défendre le droit du commerce, ce qui est bien normal. Mais qu'est-ce qu'on vient faire, nous, les journalistes, les lanceurs d'alerte, les chercheurs, les syndicats, les ONG, dans le droit du commerce? Voilà, on est sous cette loi. On est sous cette loi. Deuxième loi, un peu plus ancienne, qui nous menace tout autant, et surtout nos sources, c'est la loi renseignement de 2015, qui est passée, qui menace tous les citoyens, et les journalistes et leurs sources, qui permet de vous écouter, de vous enregistrer, de voler vos données téléphoniques, etc., etc., de les garder ad vitam aeternam, de les échanger avec d'autres services secrets dans le monde, de vous géolocaliser, vous, votre famille, vos proches, vos sources, etc., sans que vous le sachiez évidemment, sinon c'est pas drôle, et qui échappe, et qui fait échapper tous les services de renseignement au juge judiciaire. Vous pouvez vous plaindre devant le juge administratif qui est le Conseil d'État. Et moi, je le vois très bien, là, avec mon dossier que j'aurais demandé et obtenu des services de renseignement qui vont évidemment me donner, arriver devant le Conseil d'État en disant il y a eu entrave à la loi. Donc là aussi, nous sommes en recours et en instruction à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ça menace tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas que nous. Ça menace tous les citoyens du jour au lendemain dans leur liberté d'expression. Et j'ai dépassé tout à fait le cadre que m'avait donné Antoine, et je vais m'arrêter là, mais on va répondre aux questions, mais je tenais à vous faire sans dire combien, quand on est un syndicat de journalistes, on est au milieu d'une tourmente politique et de liberté qui est le cas de tous les citoyens en France. Il n'y a pas que nous, mais on est vraiment au milieu. Voilà. Merci Antoine. Excusez-moi de m'avoir. Il nous reste en théorie un tout petit quart d'heure. Je vais juste dire quelques. C'est pas grave du tout. Je pense qu'on a déjà traité énormément de choses, donc je vais profiter de ces quelques minutes pour vous dire quelques mots conclusifs. On va voir s'il reste un petit peu de temps après pour les questions. Mais déjà, moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que cette conférence, elle a un immense avantage, cette table ronde, c'est de faire voir à quel point la question d'un conseil de mise en place d'un conseil de déontologie, c'est utile, et c'est utile en premier lieu aussi pour les journalistes. Donc quand les journalistes ont réagi à cette question-là qu'on a portée, vous avez vu qu'il y avait eu un peu des dissensions chez les journalistes, et quand on s'aperçoit qu'en fait, cette instance pourrait être utile pour tout le monde. C'est pas une proposition de bolcheviques dangereux qui veulent faire taire la liberté de la presse, c'est exactement l'inverse. Et j'ai moi-même été surpris au cours de cette conférence de me sentir quasi moins radical que ce que vous avez pu dire l'un et l'autre. Vous étiez très offensif, et en particulier, vous l'avez vu, très offensif contre la domination capitalistique des médias. Et on se rend compte que la mise en place de ce conseil de déontologie des médias, c'est aussi une lutte anticapitaliste en réalité, puisque si on veut qu'il y ait une liberté de la presse et une liberté d'information qui soit utile pour les citoyens, il faut que ça soit indépendant. Il faut que la presse soit indépendante des puissances financières, sinon on n'y arrivera pas. Et sinon, le système oligarchique qu'on dénonce dans nos propos et pour lesquels on nous taxe d'être des populistes, eh bien en réalité, il limite et la liberté de l'information et la liberté des citoyens. Donc voilà, on a pu voir avec l'exemple belge et puis les propositions qu'il y avait une utilité à mettre ce conseil de déontologie en place. Et du coup, conclusion, comment faire pour le mettre en place, ce système-là? Alors, il y a en gros 3 issues possibles. Première issue possible, faire confiance à En Marche. Hein, puisque, effectivement, En Marche a décidé de mettre dans le projet de loi Fake News, nous, nos députés avaient déposé des amendements pour mettre en place le conseil de déontologie des médias, et on nous a dit, oui, c'est une très bonne idée, mais il faut plus de consultations, il faut d'abord interroger les acteurs, etc., etc., du langage En Marche typique. Donc ils ont prévu de faire des propositions à l'automne, et donc on attend avec confiance les propositions d'En Marche pour le conseil de déontologie des médias. Il y a une deuxième possibilité, et je suis content qu'il y ait Michel Larive, député de la France Insoumise, dans la salle,
Je passerai le micro, si ça ne vous dérange pas, une petite minute après, pour qu'il puisse nous dire où ça en est. Mais la France Insoumise, par le travail de Michel Larive, va déposer une proposition de loi. Et des auditions sont déjà en cours, mais Michel, je te donnerai le micro pour que tu puisses en dire 2-3 mots. Et il y a une troisième solution, qui est en fait celle qui a vu surgir les conseils, dans certains cas les conseils de la presse à l'étranger, et qui est le cas pour le conseil belge, c'est que les journalistes et les citoyens se saisissent eux-mêmes de cette question du conseil de déontologie et essayent de le mettre en place, puisque ce n'est pas une instance qui est directement rattachée à l'État, puisque c'est d'abord une instance morale. Eh bien, il est possible que les citoyens, les journalistes se mettent ensemble dans un premier temps et éventuellement finissent par, pourquoi pas, on peut y rêver, mais contraindre les éditeurs à les rejoindre dans ce conseil de la presse. Évidemment, il faut un peu... c'est des risques énormes pour les journalistes eux-mêmes, mais si jamais ils arrivent à se mettre ensemble pour travailler là-dessus, peut-être qu'on pourra y arriver. Évidemment, on a un peu des doutes sur le fait que ça soit possible, mais en tout cas, c'est une possibilité, il ne faut pas l'exclure. Et vous avez vu, et moi j'ai été très intéressé par tout ce qu'a raconté Jean-Jacques Jesper sur le conseil de déontologie, c'est un processus, c'est-à-dire on commence par un truc, et puis petit à petit, on gratte jusqu'à ce que l'instance soit reconnue comme légitime et qu'elle ait même une reconnaissance légale et du pouvoir qui est issu de cette reconnaissance. Donc voilà, quels que soient en tout cas les moyens d'aboutir à ce conseil de déontologie, je pense qu'on finira par y arriver, peut-être dans 4 ans, si jamais les solutions précédentes ne marchent pas. Mais en tout cas, j'espère que cette conférence vous aura permis d'avoir des bagages là-dessus et des arguments pour voir à quel point c'est utile et à quel point même les journalistes qui nous ont critiqués, vous pouvez aller discuter avec eux pour leur dire vous voyez, c'est une bonne idée et c'est vous-même que ça protégerait contre les abus de vos chefs, de vos rédacteurs chefs et de vos propriétaires de médias. Voilà, c'était un peu l'idée de cette conférence. Je pense que c'est bien réussi et j'en suis très content. Et je vais du coup passer le micro à Michel Larive quelques instants pour qu'il puisse nous dire où ça en est. Je ne sais pas si tu veux venir, parce que c'est des chaises dans lesquelles on est un peu coincé. Et puis après, on fera une petite séance de questions. Il nous restera 10-15 minutes, on va déborder un petit peu. Jean-Jacques, j'espère... Ok, d'accord. Bonjour. Donc, Michel Larive, je te passe le micro. Bonjour. Pour que tu puisses nous dire où ça en est. Merci. Alors, on est au tout début du processus. Alors moi, je suis venu aujourd'hui pour écouter. Et puis, ce que vous nous avez dit, madame, on s'est déjà rencontré à l'Assemblée nationale. Ce que vous avez dit un peu plus longuement aujourd'hui m'a fortement intéressé, à ceci près que nous n'irons pas jusqu'à la vie. On ira beaucoup plus loin. Je pense qu'on ira sur une forme coercitive in fine. Alors, qui prendra la décision de la coercition? Peut-être pas celui-là, mais enfin la forme coercitive, elle sera, et comme vous l'avez dit, il y a 1,4 milliard de subventions qui sont distribuées, c'est là qu'on va toucher, et on va dire, écoutez, mais la forme coercitive, elle sera sur les éditeurs de presse, en premier lieu. Et après, c'est eux qui touchent l'argent, voilà, c'est pas nous. Eux qui touchent l'argent, c'est pas les journalistes. Et après, effectivement, si les journalistes à l'intérieur, enfin la maison d'édition, on verra après avec son staff à l'intérieur, c'est elle qui décidera si le journaliste a fait effectivement son boulot, ou si c'est la rédac qui n'a pas fait son boulot, qui n'a pas fait son boulot. Mais à partir de ce moment-là, on touchera là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille, à ces 1,4 milliard d'euros. Alors la forme, on verra, on entend. C'est ce qu'a dit la piste, c'est ce qu'a dit Antoine, effectivement. Nous sommes sur ce processus-là d'audition. Ça va commencer cet automne, les auditions. Il y a 2 grosses lois sur la commission culture. Alors moi, je suis dans cette commission culture. C'est culture, éducation, recherche, innovation, enseignement supérieur, association, jeunesse et sport. Et donc que le dernier ferme la porte. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'une grosse commission est Studer, qui n'arrêtent pas de nous allumer là-dessus. Ils sont d'accord, les Républicains en marche, pour faire quelque chose, mais surtout pas coercitif. Et avec qui? Voilà, et en plus, c'est avec qui? C'est-à-dire dire comme ça, il ne faut pas le faire, arrête. Voilà. En gros, c'est ça. Donc nous, ça ne suffit pas, et Blanquer est venu avec Studer en Ariège il y a 3 jours, nous sommes donc rencontrés,
Et je lui ai annoncé que, puisqu'il n'arrêtait pas de me dire « t'as qu'à le faire, toi, t'as qu'à le faire, toi », je lui ai dit « écoute, je vais t'écouter, je vais le faire ». Donc voilà, nous allons déposer, sûrement ça va peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine, parce qu'il y a quand même une forte actualité. On ne va pas se prêcher non plus, parce qu'on va consulter, effectivement, on demandera peut-être de revenir sur ce sujet précis. Et donc nous allons consulter. Juste un mot sur les fake news. Effectivement, c'est une loi absolument liberticide et qui est absolument orientée, quoi. Donc à partir de ce moment-là, seulement cette orientation qu'ils ont voulu donner, le problème c'est que on peut, et vous l'avez dit, tout le monde est concerné, le lanceur d'alerte, tout le monde est concerné là-dessus. Et puis s'ils veulent interdire un média, ils ont qu'à interdire le média. Et si c'est un problème de média, si ils veulent interdire Russia Today, qu'ils interdisent aussi Fox News, ou des choses comme ça. Il y a du monde à interdire, hein, à ce moment-là. Parce que pour dire... Enfin, je veux dire, des médias, de grands médias comme ça, qui sont dans la fake news, il y en a un paxon, quand même. Hein. Il y a pas mal de monde, quoi. Et d'ailleurs, ça commence, comme on l'a dit dernièrement, sur France 2. Donc, voilà. Donc, ça veut... La loi en elle-même est inconcevable, elle est même au niveau démocratique, elle est absolument... Ils ne pourront pas la mettre en place, de toute manière, même si jamais ils la voté, quoi. Donc voilà. La charte, le code, bien entendu, il faut se baser sur un texte, vous avez raison. Mais pour ça, à un moment donné, comprenez qu'on est 17, donc la loi va forcément passer. Oui, parce qu'on va voter plusieurs fois. Et donc, voilà. Donc ça veut dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous allons en parler. Et nous allons en parler dans une caisse de résonance qui est l'Assemblée nationale. Les médias, je l'espère, vont s'en emparer parce que ça parle d'eux. Et quelque part, on va essayer de l'inscrire dans l'inconscient collectif. Et de dire, et peut-être qu'il y a après d'autres démarches parallèles à faire, j'entends ce que tu dis Antoine, c'est une excellente idée, que s'ils ne le font pas, les citoyens, les citoyennes et les journalistes peuvent prendre en main leur destin et décider de commencer, eux, à œuvrer en attendant que les autres les rejoignent, c'est-à-dire que, quelque part, de faire de ce qui se fait dans des républiques, notamment des citoyens décident. Il y a des républiques où ça s'est fait. Et donc voilà, nous en sommes aujourd'hui. Après l'obligation d'adhésion, ça je retiens. Je pense que c'est une très très bonne idée aussi. Et voilà. Et je crois que j'ai dit à peu près, dans l'état actuel, des choses où est-ce que nous en étions. Voilà, donc on attaque les auditions. Il y a un exposé des motifs qui est en train d'être écrit, et on va consulter à la FI, on va consulter les professionnels, on va consulter tout le monde avant de pouvoir poser quelque chose, mais en tout cas, nous allons, essayer de faire effectivement quelque chose, et je vous le dis, in fine, ce sera coercitif. Ce sera peut-être pas cette instance-là qui aura le pouvoir de coercition, mais qui aura le pouvoir peut-être de saisir la justice qui, elle. Voilà. Voilà, monsieur. Alors, on va voir, est-ce que vous avez des questions ou pas? Ok. Alors, je vais vous passer le micro. Je vais vous demander d'être très très bref dans vos questions parce que Jean-Jacques Jesper doit prendre un train après. Toi. Oui, je fais très très bref, j'aurais plein de choses à dire, mais donc j'ai juste une question pour M. Lespers. Vous avez parlé de logique du pilori. Est-ce qu'en Belgique, sur le site du Conseil de déontologie, il y a une espèce d'historique, de classement, de mise en perspective sur la durée des condamnations, des avis qui ont été rendus? Oui, le site est très complet et il reprend tous les avis intégralement, mais aussi des résumés. Il fait des commentaires, il fait un classement par type de grief soulevé, par médias, etc. Donc, toute forme d'information est accessible très directement et sans difficulté sur le site. Mais pas seulement sur le site, on a aussi une revue qui s'appelle Déontologie, très malin comme jeu de mots, qui est diffusée à tous les journalistes et à toutes les rédactions, et y compris aux directions des médias, qui est publié 4 fois par an, qui est joint à toute la presse professionnelle diffusée aux journalistes. Les avis sont commentés aussi généralement dans la presse professionnelle, dans le magazine journaliste qui est diffusé aux journalistes. Voilà, donc on fait des conférences de presse, on fait un rapport annuel qui est obligatoire, évidemment, qui est la condition sine qua non pour recevoir la dotation de la communauté francophone.
Et ce rapport public, ce rapport annuel est public, il est publié en ligne, il est imprimé, il est commenté au cours d'une conférence de presse annuelle. Non, il y a une transparence totale sur le fonctionnement. Il y a un truc intéressant qui existe en Suède. La Suède, qui est donc le pays où le plus vieux conseil de presse existe depuis 1916, c'est le magazine, le journal Expressen. Le journal Expressen est un tabloïd pire encore que les tabloïds anglais. Eh bien, le journal Expressen, sur son site internet, publie en dessous de chaque article 3 boutons, 3 endroits sur lesquels vous pouvez cliquer. Un premier bouton pour faire un commentaire, un deuxième bouton pour porter plainte au conseil de presse contre l'article que vous venez de lire, et un troisième bouton pour éventuellement rectifier une erreur. Ça, c'est le prototype même de l'autorégulation qui fonctionne. Bonjour, c'est pour cette question pour Madame Seguy. Deux questions en fait. Vous avez dit que les gens se méfiaient globalement des médias et des contenus, parfois à tort. Ça veut donc dire que vous avez une idée des médias fiables et des médias pas fiables. Et donc la question c'est qu'est-ce qui vous empêche de publier la liste et de diffuser la liste des médias fiables avec un article conséquent derrière pour que les gens aient une idée de ce que c'est, enfin, des médias qu'ils peuvent consulter. Et d'autre part, il y a eu une pétition qui avait été initiée par Jean-Luc Mélenchon en décembre 2017 pour le code de déontologie. Je voulais savoir si vous l'aviez signé, si ça en était, où est-ce que ça en était. 190 000 personnes. Oui. Je crois que Antoine. Alors je réponds rapidement, on en est à 190 000 signatures. 190 000. Après, Oui, alors pour répondre à votre question, c'est un peu plus compliqué que ça. Les citoyens se méfient des journalistes, particulièrement des éditorialistes. Oui, c'est ça. Et en ce point, ils ont raison parce qu'ils ne s'affichent plus comme éditorialistes partisans, mais comme journalistes lambda. Or, en France, vous avez plus de 35 000 journalistes professionnels qui travaillent tous, pas tous très bien, mais en grande majorité qui travaillent bien, qui se battent comme des chiens tous les jours pour travailler. Donc c'est pour ça que je dis à raison et à tort. À raison pour certains éditorialistes. Sur l'épisode France 2 qui a été assez connu de vous et bien rappelé ici, moi j'aurais été encore dans la boîte, j'aurais fait un tract immédiatement. Parce que c'est inacceptable. Certains journalistes de cette émission se sont conduits comme des militants et non pas comme des journalistes. Et c'est d'autant moins inacceptable, que France Télévisions a cette charte, ils l'ont co-signée les employeurs, avec 20 pages de principes professionnels autour que nous avons mis. Donc il y a tous les outils. Donc, je ne sais pas si juridiquement c'était faisable, mais je pense qu'une plainte aurait pu être déposée en fonction de la non-application de leur propre texte signé. Et c'est pour ça que je dis, et à France 2, vous avez des gens qui se battent comme des chiens pour faire avancer, pour que leur reportage soit convenable, pour que leurs sources soient protégées, pour que leurs infos soient vérifiées. Donc c'est compliqué de vous dire, on va jeter l'opprobre sur un média, etc. Et puis en plus, quand vous avez un journaliste qui dysfonctionne, ça arrive, on est tous des êtres humains, on peut se tromper. Mais oui, il y a toute une chaîne au-dessus qui devrait être là pour que l'erreur ne soit pas publiée ou dite, etc. Et qui ne fait pas son travail. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué que de jeter l'anathème sur tel ou tel média. C'est pour ça que je disais que s'il y a une reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle, c'est elle qui fera le boulot, pour eux et pour les citoyens. Mais c'est compliqué de dire ce média ment tout le temps. D'abord, c'est pas vrai pour aucun. Au Figaro, vous avez des rubriques qui sont remarquables, des rubriques scientifiques, des rubriques judiciaires. Je veux dire, non pas que je jette l'opprobre sur le Figaro en général, mais enfin bon, quoique. Je veux dire, vous avez des gens très bien un peu partout. Donc on ne peut pas dire celui-là est blanc, celui-là est noir. Et le monde a essayé de faire de lancer comment dirais-je, une institution qui dirait ce qui est fiable, pas fiable, etc. Il a eu toute la profession contre lui immédiatement, parce que ce n'était pas assez fin pour pouvoir détecter la chaîne de responsabilité. C'est pour ça. C'est pas pour me défiler. Hein, sur ça, pour le décodex, au début, ils avaient placé par exemple Fakir
comme un site pas fiable. Pour vous donner une idée de ce que c'est. Et voilà, ça vous donne aussi une idée de ce que c'est des codex. Absolument. C'est pour ça que je dis c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça. Alors, une autre question. Merci d'abord pour vos interventions. C'est plutôt une question pour monsieur. Puisque ça fait 9 ans maintenant que votre conseil fonctionne, est-ce que vous avez constaté une vraie différence, par exemple, dans le traitement de l'information politique ou économique? Est-ce qu'il y a vraiment eu des changements de pratique notables que vous avez pu constater? Le problème n'est pas fondamentalement dans le traitement de l'information politique ou économique. Où là, les journalistes font leur travail, effectivement, comme on vient de le dire, comme Dominique vient de le dire, de manière professionnelle, dans la mesure des moyens qui leur sont donnés, évidemment, des conditions de travail qui leur sont octroyées, avec le problème, évidemment, de la précarisation croissante des statuts, etc. etc. Ça, c'est des phénomènes universels, je pense, malheureusement. Ce dans quoi il y a le plus de progrès, c'est dans le respect d'un certain nombre de précautions par rapport aux sources, par rapport à la vérification. Ce qu'on constate, c'est que, notamment dans l'information en ligne, l'obsession d'être le premier à donner l'info au risque de diffuser une rumeur est en perte de vitesse. Et on va plutôt essayer de vérifier plutôt que d'être les premiers à diffuser une connerie. Là où ça s'améliore aussi, c'est dans le respect des droits des personnes, notamment le droit à l'image. L'utilisation d'une photo trouvée sur Facebook, par exemple, ça ne suffit plus, alors que ça se faisait beaucoup. Considérant que puisque c'était sur Facebook, c'était public, des choses comme ça. Voilà, donc, et puis je vous dis, ce qui est remarquable, c'est que de plus en plus, l'idée s'installe dans les rédactions de donner un petit coup de fil au secrétaire général ou au président en posant une question. Mais ce n'est pas tellement sur les problèmes politiques ou économiques, où là, oui, il y a les éditorialistes, évidemment, comme en France. C'est eux qui donnent, qui brossent le public dans le sens du poil, en fait, qui donnent à leur public cible toute la satisfaction symbolique d'entendre dire du bien de leurs amis et du mal de leurs amis. Mais bon. Okay. 2 dernières questions et après je pense qu'on arrêtera. 3. Oui, c'est pour reprendre ce que vous venez de dire là, par rapport justement au domaine politique et économique et par rapport aux éditorialistes. Je vais prendre un exemple. Ça concerne France 2 d'ailleurs. France 5, pardon. C'est l'émission C'est dans l'air. Donc c'est une émission où on voit que bon, la plupart des invités sont quasiment tous des éditorialistes et bon, on entend toujours les mêmes choses, ils défendent les mêmes options, etc. La question que je pose, c'est que ces éditorialistes, ils sont invités, il y a un animateur qui est journaliste, et ils sont invités donc par la chaîne. Donc à ce niveau-là, quand même, ça pose un souci, enfin à mon avis. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même quelque part une implication journalistique, même si elle n'est pas directe, puisque ce sont des éditorialistes qui s'expriment en leur nom. Donc voilà, donc moi j'aimerais savoir quelle est votre position donc, par rapport à ça. Bah écoutez, c'est une réponse très rapide qui ne sera pas complète, mais c'est une émission de débat. Moi je fais le distinguo entre les émissions d'information, qui soient des journaux ou des magazines, etc., et les émissions de débat. Sur les premiers, on a des exigences absolument totales. Sur les émissions de débat, je pense que les gens peuvent suivre ou ne pas suivre et puis interpeller. Je ne dis pas qu'elles sont bien, qu'elles ne sont pas bien. Ce sont des émissions de débat. Tant que le pluralisme est respecté, moi, ils disent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Hein. C'est la liberté d'expression. Même si je ne suis pas d'accord et souvent je ne le suis pas. Le souci, c'est que je crois que le pluralisme n'est pas trop respecté voilà, dans cette émission. Moi, je porte un petit complément. Il n'y a pas que des éditorialistes, il y a aussi des enseignants, des chercheurs. Oui aussi. Simplement, en l'occurrence, dans un certain nombre d'émissions, à mon sens, et je pense au sens d'un certain nombre de personnes, et en particulier de ce que dit monsieur, c'est que le débat où 3 personnes sont des éditorialistes pro-Macron et libéraux, et où une personne seulement défend un avis contraire,
revient à qui on coupe la parole en général. Voilà. Donc moi, pour avoir eu l'expérience de quelques plateaux télé où on met 4 personnes qui sont, qui sont du même avis mais pas du mien, c'est assez désagréable, quoi. Toi et puis toi après. Voilà. Bonjour et merci de vos interventions respectives. Moi, ce qui me taraude dans ce débat, c'est qu'on ne questionne pas le haut de la pile. C'est-à-dire, pour quelle raison on va inventer un conseil de déontologie pour des gens que les citoyens subventionnent? C'est parce qu'on donne de l'argent, par exemple, au Figaro, on donne de l'argent au Monde. Et pour autant, ces personnes-là, elles ne sont pas là en train de se dire, puisqu'on touche cet argent, on va tenter de respecter le citoyen, la parole publique, ne pas des fois raconter des inepties, et ainsi de suite. Donc, en tant que représentant du CNJ, c'est ça? Du Syndicat national des journalistes. D'accord. Cette question de la subvention, ce sont des indépendants, c'est des entreprises qui se disent indépendantes. Dans la conscience collective des gens, les médias sont des organes indépendants. On est en démocratie. Mais pour autant, on leur donne de l'argent. Nous, citoyens, pour quelle raison on donnerait de l'argent à ces gens? C'est bien pour ça qu'il faut réformer le système. C'est bien ce que nous proposons. C'est de réformer ce système qui est complètement dévié de son objectif principal initial. Initialement, si on donne de l'argent aux médias, c'est parce qu'il faut respecter la liberté de la presse, qu'il faut donner le moyen aux médias d'exercer de remplir leurs valeurs sociales, leurs valeurs d'usage. Mais évidemment, cet argument est utilisé par les entrepreneurs pour empocher du fric sans redonner de gages dans l'autre sens. Oui, de mon côté, au désespoir de ma compagne, je ne peux plus regarder les infos. C'est-à-dire lorsqu'on commence à faire le parallèle entre l'Internet, alors je ne dis pas l'Internet prendre une info et la séparer du reste, mais aller profondément dans l'ensemble des infos, à les recouper avec des conférences, avec d'autres, on s'aperçoit qu'il y a une marge qui est énorme entre l'info qu'on nous apporte et celle que l'on découvre par des scientifiques, par des conférenciers et par de vrais journalistes qui vont sur le terrain et qui rapportent réellement ce qu'ils ont vu. Ça, c'est une première chose. Secondo, aujourd'hui, on constate, en tout cas, je constate que le journalisme est devenu un objet de pouvoir en tant que tel. C'est-à-dire que les politiques ont peur des journalistes. C'est devenu le pouvoir. Le journalisme est devenu le pouvoir. À tel point qu'aujourd'hui, je me dis, quand il y a une affaire qui sort, bon, là, encore une nouvelle affaire qui est sortie, je me dis à qui cette personne a déplu pour qu'on sorte l'affaire. C'est-à-dire que le journalisme, du coup, fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on commence à prendre parti sur ces gens qu'on est en train de lapider en disant mais les journalistes, le journal, il sort une affaire, pourquoi il la sort? Alors, on a plein en tête qui sortent à un moment précis. La question c'est, en tout cas de mon côté, à qui il a déplu? Et c'est tout le problème aujourd'hui de l'info qui n'est plus fiable, mais à tous les niveaux. Écoutez, je peux vous répondre dans l'affaire Fillon, dans le cadre de la dernière campagne électorale. Les citoyens nous posaient la même question, mais pourquoi ça sort maintenant? Mais je leur dis, parce que maintenant il va se proposer pour être élu. Voilà pourquoi ça sort maintenant. Il n'y a aucune raison que ça sorte 6 mois après ou 6 mois avant. Alors ça c'est simple comme réponse. Et je ne me moque pas du tout de votre question parce qu'elle est très pertinente. Mais je veux dire qu'il y a aussi des réponses simples à ce genre de questions. En général, une enquête sort quand le journaliste l'a bouclée. C'est-à-dire qu'il a tout vérifié, qu'il en a gardé un peu sous le pied en cas de difficulté et qu'il a mis à l'abri ses sources et toutes ses vérifications. Voilà. Maintenant, on n'échappera pas à l'idée que ça sort parfois comme des boules puantes, disent les politiques, pour abattre tel ou tel. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce qu'il faut déjà regarder avant de savoir si les gens sont lynchés, c'est ce qu'il y a dans les enquêtes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je veux dire, toute la question est là. Et ça, c'est un désespoir des journalistes que je prétends pas représenter tous ici, mais qui j'en représente beaucoup, de savoir que avant
où en même temps qu'on lit les enquêtes, on dit « Ah ouais, mais c'est pourquoi ?» Mais est-ce que l'enquête est vraie ou pas? Est-ce que les faits reprochés sont scandaleux ou pas, avant de dire qu'on lâche les gens? Et pourquoi ça sort? Mais je continue à dire que votre question est tout à fait pertinente. C'est pas du tout une attaque contre cette question. C'est simplement pour dire qu'on aimerait bien de temps en temps qu'on vienne nous dire « Bah oui, c'est scandaleux ». Or, les journalistes soulèvent des scandales, puis ça retombe, les citoyens ne suivent pas. Ils réélisent les mêmes gens qui ont été condamnés. Je veux dire, c'est un désespoir que vous ne pouvez pas imaginer dans la profession, ce genre de choses. Et votre question me fait penser à ce désespoir. Pour essayer d'y répondre mieux, ben, je pense qu'il faut interroger le journaliste qui sort l'enquête. Pour essayer de savoir avec lui, avec elle, avec les médias, pourquoi c'est sorti à ce moment-là. Je pense que ça, vous aurez sans doute une réponse. En général, les professionnels ont à cœur de répondre. Alors, j'espère que la réponse sera en toute honnêteté donnée. Moi, je ne peux pas répondre à leur place, je peux répondre pour certains que je connais. Benalla, c'est quand même sorti au moment où l'enquête était close. Ils avaient tout vérifié avant de sortir l'enquête. C'est pas sorti plus tôt parce qu'ils n'avaient pas réussi à vérifier. Ça, je le sais. Mais bon, je ne peux répondre que là-dessus. En même temps, on voit que les sociétés n'ont jamais été aussi transparentes, mais aussi que le fait qu'on révèle des tas de choses ne change absolument rien. C'est un vrai désespoir pour nous. Hein. C'est un vrai désespoir. Vrai. De temps en temps, ça a un effet quand même, parce que l'affaire Cahuzac, par exemple, a quand même eu un effet, mais c'est vrai que parfois ça ne marche pas. Je suis désolé, on doit interrompre cette conférence parce qu'on est chassé par Vincent Lachaud. En tout cas, merci à vous d'être venus et merci à mes deux invités d'avoir participé. C'était très intéressant. Merci d'avoir organisé ce débat avec vous. Merci bien.